Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du SI6. Avec le SI6, on se retrouve sur un couteau qui fait 30 cm de longueur totale pour 14,7 cm de tranchant. On a une épaisseur de lame à mon pied à coulisse de 4,8 mm au niveau de la garde ici, puis 4,2 mm ensuite. Il fait 4 cm de largeur. Seul, il pèse 344 grammes et 548 grammes avec son étui compatible molly qu'on verra plus tard. L'ensemble de sa lame possède une émouture plate totale, donc il n'y a absolument aucun angle entre le dos de lame et le tranchant. Et le tranchant est constitué d'un fil en V. Le manche est constitué de plaquettes en micarta qui sont maintenues par une visserie Allen. Entre les plaquettes et l'acier, on peut retrouver sur ce modèle un liner rouge. Tout au bout du couteau, on va retrouver un talon dépassant où il va y avoir le trou pour la dragonne. On va avoir une bonne garde ici dessinée par la plaquette, ainsi qu'un finger choil qui est donc ce trou pour placer l'index. Et sur le dos de lame, on retrouve du grip pour le pouce. Au niveau des inscriptions sur le couteau, on va retrouver le numéro de série et absolument aucune inscription sur le manche d'un côté ou de l'autre. Au niveau du ricasso, ici on retrouve le nom du couteau. Ici on peut retrouver un des logos de la marque. A noter que la lame est enduite d'un revêtement. De ce côté-ci on peut voir Rowan, qui est le manufacturier qui fabrique la SI. Et enfin, il est écrit que les couteaux sont fabriqués aux États-Unis. Avant de commencer sur les tests du couteau, on va faire un petit comparatif visuel entre le SI5 et le SI6. Donc le SI6 est tout simplement plus long, avec une lame qui est plus fine, puisqu'on est sur 4,5 sur le 6 pour un peu plus de 6 mm sur le 5. On peut remarquer ici que ce n'est pas le même micarta qui est utilisé. On va avoir un micarta canva sur le SI5 qui est plus granuleux, qui offre plus d'accroche. On va avoir le petit trou pour venir placer la drille pour le feu à l'archer qui n'est pas présent sur le SI6. Au niveau des talons, on a un talon dépassant qui est plat, tandis qu'il est ici en pointe sur le SI5. Et enfin au niveau des émoutures, on va avoir une émouture sabre ou plate partielle sur le 5, tandis qu'on va avoir une émouture plate totale sur le 6. Si vous voulez voir un petit test comparatif des deux couteaux, Jesse des Indomptables Dauphinois a fait un test il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne. Je vous mettrai un lien dans la description. Voilà ce que ça peut donner en étant talon contre talon. On va retrouver le liner sur le 6 qu'il n'y aura pas sur le 5. On peut s'apercevoir la différence d'épaisseur entre les deux lames, mais également de longueur. Si les matériaux utilisés pour le micarta ne sont pas les mêmes, la forme de la plaquette par contre est vraiment identique. On est exactement sur la même forme de plaquette, donc les plaquettes seraient interchangeables entre les deux couteaux. Les trous tombent au même endroit également. On va être également sur la même épaisseur de plaquette, donc ce sont vraiment des plaquettes identiques. Lorsqu'on rajoute le liner sur le 6 plus le micarta, on obtient l'épaisseur de celle du 5. Par contre, comme la lame du 5 est plus épaisse, forcément le manche en lui-même sera un peu plus épais. Pour commencer les tests du SI6, je vais venir bâtonner cette section qui est bien sèche et bien dure. C'est le même bois que j'avais bâtonné avec le BK9. On peut voir qu'il y a quelques nœuds. Au niveau du diamètre, voilà ce que ça donne. Donc si on peut passer à travers ça, ça sera déjà du beau travail pour le couteau. On remarque immédiatement, comme sur tous les couteaux qui ont une émouture plate,
que la pénétration se fait vraiment très facilement. Lorsque le travail vient se faire comme ça, on va pouvoir taper sur le manche qui est en micarta, qui ne craint pas les chocs. Pour venir redresser son couteau, on peut également se servir du talon dépassant pour l'enfoncer un peu et pouvoir continuer le travail. Après ces quelques coups, on peut voir que le morceau de bois est déjà bien fendu. Et on arrive directement sur un nœud. Donc plutôt que de le contourner, je vais essayer de passer à travers, voir un petit peu ce que donne le SI6 dans ces circonstances. On a pas mal de longueur au niveau de la lame. On va pouvoir venir chercher jusqu'au finger choil. On va pouvoir aller un petit peu plus loin comme on avait vu sur le test du SI4. Mais ça sera quand même beaucoup plus fonctionnel si on reste au niveau du tranchant. On peut voir qu'on vient passer à travers le nœud absolument sans aucune difficulté. Voilà le résultat. On laisse un petit peu de revêtement sur le bois. Le nœud a été complètement sectionné. Il s'est arraché. Le couteau n'a absolument rien. Et il n'est pas très épais, mais il va très bien pénétrer à l'intérieur de la matière. Du coup, c'est au final, ça va un petit peu moins avoir l'effet coin que le SI5, mais on se retrouve sur un couteau qui bâtonne vraiment assez facilement, avec des fibres ici qu'on peut voir tordues. Donc je vais rebâtonner cette section, faire du petit bois. Je vais maintenant venir rebâtonner la section que j'avais coupée avec le bec à 9. Donc on peut voir un petit peu sa longueur, voir en combien de temps je peux passer à travers. Je vais commencer par le côté le plus gros. Voilà, encore une fois, comme je l'avais signalé sur le test du bec à 9, on peut vraiment dire que ce bois n'a pas les fibres qui sont droites. Tout est vraiment tortueux dans tous les sens, ce qui donne plus de difficultés pour bâtonner. Mais le SI6 s'en sort vraiment avec brio. Après ces bâtonnages et tous ceux que j'ai pu effectuer hors vidéo, il n'y a rien à signaler au niveau du couteau. Le fil est toujours intact. Les plaquettes, malgré les quelques chocs, n'ont absolument aucun jeu. Il est intéressant de signaler que le revêtement ne bouge pas pour le moment. Ce qui n'était pas le cas du SI4 que j'avais testé, avec un revêtement qui était parti assez vite, notamment au niveau du dos et du tranchant ici. Pour le moment, celui-ci ne bouge absolument pas. Après le bâtonnage, on va voir un petit peu ce que peut donner le SI6 sur des tâches de coupe à la volée. Donc c'est un couteau qui n'est pas monstrueux, comparé par exemple au Unglass ou au Ka-Bar BK9 qui sont des choppers. Mais on va quand même pouvoir passer à travers de belles branches. Donc on va s'en servir principalement, on peut venir par exemple tomber les petites branches qui sont en bas des arbres, les branches mortes pour y placer le hamac. Ou alors pour dégager un petit peu le terrain. Donc on va essayer de le faire un petit peu sans dragon et avec dragon pour voir ce que ça donne.
Comme on a pu le voir, le travail se fait vraiment très bien, en partie dû à la finesse de l'émouture qui va bien pénétrer. Pour ce genre de tâche, on a suffisamment d'inertie vers l'avant. On n'a pas besoin de mettre la dragonne. On a le léger retour ici, qui est un petit peu juste pour les grosses tâches de coupe à la volée, qu'on n'aura logiquement pas à faire avec ce genre de couteau. Et suffisant pour toutes les petites tâches ici. On va avoir donc cette forme où on vient caler notamment ces deux doigts qui vont permettre de maintenir le couteau. Encore une fois, on va avoir assez de force et assez de puissance pour venir couper ce genre de branchage. Je vais essayer sur un petit peu plus gros avec la dragonne. Avec la dragonne, je vais essayer de venir passer à travers cette branche. Voilà un petit peu le diamètre de la branche dans laquelle je viens de passer. Donc on est déjà sur une belle section pour de la volée avec ce type de couteau. Et l'apport de la dragonne est vraiment un plus. On va vraiment pouvoir se servir de tout le poids pour venir taper. Et le couteau a vraiment bien sectionné, on peut voir que les coupes sont nettes. Donc vraiment un bon bilan sur la volée. Une fois de plus, après ce travail de volée, il n'y a absolument aucun dommage à déplorer au niveau du fil. Ici on a une branche qui a un creux au milieu, je vais un petit peu voir ce que ça donne si je viens tirer dessus. Au niveau du stress latéral sur le couteau. Voilà, j'étais au niveau de la pointe. Bon, rien ne bouge. Ouais, il est bon de rappeler que le couteau est garanti à vie sans condition. Donc imaginons qu'il vienne à casser en faisant ce test ici. Il suffirait de le renvoyer à la maison mère pour qu'il nous renvoie un couteau neuf. Bien évidemment, il y a pire comme stress latéral. Mais ici, le couteau a déjà offert beaucoup. D'autant plus que je suis venu forcer pas mal de fois uniquement sur la pointe. Et comme on peut le voir, il ressort parfaitement droit. Et la pointe n'a absolument aucun dommage. Comme on vient de le voir, le couteau offre de belles prestations sur les travaux assez lourds qu'on a à faire avec un couteau. On va voir maintenant ce qu'il peut donner au niveau des tâches de couteau. On peut voir que l'on peut décoller de très beaux hérissons, bien entortillés, même en tenant le bâton simplement comme ça, sans besoin d'y prêter une grande attention. On a juste à manipuler le couteau avec le bon angle pour venir à créer de fins hérissons bien entortillés, prêts à s'enflammer. Au niveau de sa prise principale, on va avoir donc la prise marteau ici, et on va également pouvoir se servir du finger choil avec la garde qui passe entre l'index et le majeur, le pouce qui peut venir s'appuyer au niveau du grip ici,
Donc on va avoir deux possibilités. La première, bien entendu, ça va être la prise marteau, dont on va pouvoir par exemple se servir pour venir écorcer. Donc un couteau qui pénètre facilement sous l'écorce. On va pouvoir rapidement venir à bout de ce type de travail. Au niveau du placement, on est bien placé. Pour ce genre de tâche, on est bien confortable. Et le fait qu'il y ait le choil, comme on n'appuie pas trop fort, ne gêne pas au niveau du bras de levier. Et on n'a pas tendance à venir prendre directement ici. Le tranchant qui débute un petit peu plus loin n'est pas gênant. Et on va pouvoir venir écorcer en toute quiétude. Pour les coupes puissantes à proprement parler, c'est-à-dire où on va venir pousser ici, on va avoir une bonne pénétration du couteau. L'ergonomie est assez intéressante. Par contre, ce ne sera pas le couteau le plus confortable dans cette position au niveau de ses plaquettes. On va avoir quelques petits points de contact. Ici, c'est assez minime, mais en travaillant longtemps dessus, on le sent quand même. Cette sensation est en partie due au fait que les plaquettes sont vraiment plates. On va avoir un biseau ici, donc l'angle n'est pas saillant. Mais comme les plaquettes sont assez fines, en tout cas le manche est assez fin, on va avoir tendance à avoir quand même un appui assez fort dans cette zone. Ça serait un petit peu moins le cas avec un couteau plus épais, un peu plus arrondi. Par exemple, si on prenait le manche du RB3, le RB3 est bien arrondi. Du coup, en fait, on va remonter un petit peu plus loin ici. Et on n'aura pas cet angle entre guillemets saillant qui va un petit peu appuyer. Donc c'est un petit peu la même sensation que sur le SI5, en légèrement plus prononcé, puisque comme on l'a vu, la lame étant plus fine, l'ensemble du manche est un peu plus fin. Ceci dit, ce n'est pas rédhibitoire, on va quand même pouvoir venir travailler sans difficulté. Et comme on peut le voir, on a vraiment de beaux copeaux qui se soulèvent. Le tranchant est vraiment très bon, même après toutes les tâches qu'on a vues à la volée ou en passant à travers les nœuds. On va venir rentrer dans la matière. Et encore une fois, on n'a pas vraiment cette sensation de bras de levier. En tout cas, c'est vraiment pas excessif. On va avoir un travail quand même qui se fait très bien. On va pouvoir passer vraiment dans la matière sans difficulté avec le SI6. Venir par exemple passer à travers d'une branche. À noter qu'il est possible également de passer à travers en coupe à la volée ou en coupe à plat en tapant le couteau. Mais si on choisit de le faire de cette manière, c'est tout à fait possible. On peut par exemple venir peaufiner une pointe sans aucun problème. Autre type de prise, on va pouvoir faire des coupes inversées. Donc sur ce couteau, ça va pas être le plus intéressant puisqu'on va avoir la garde qui vient fortement appuyer au niveau de l'index. Et pour le coup, on a le finger choil qui va un petit peu gêner. On serait plus à l'aise lorsqu'on viendrait prendre le couteau vraiment en pleine main ici en travaillant dans cette zone. Mais comme il y a le choil, on va être obligé de se déplacer un petit peu en avant. Du coup, on va venir en contact avec la garde. Et au final, on va avoir une position qui ne sera pas des plus confortables, ni des plus efficaces. On aura plus tendance à être efficace en coupe puissante sur ce couteau. Ouais, ici, je vais préparer un petit plat pour venir faire des feather sticks plus classiques. Voilà le type de copeaux qu'on peut soulever avec les coupes puissantes. Donc vraiment aucune difficulté pour ce genre de tâche. Pour les personnes que le choil gênerait, on pourrait venir prendre le couteau dans cette position. Le problème, c'est qu'on ne va pas trop pouvoir forcer ici, puisqu'on va être un petit peu inconfortable dû au fait qu'on a le pouce derrière. On ne va pas pouvoir prendre le couteau à pleine main ici et venir forcer. Ce n'est pas vraiment une position très adaptée, puisqu'on va avoir la lame ici qui va toucher sur la main. Et on va également avoir le bout de la lame, le bout du tranchant ici, qui est très proche de l'index. Donc il suffirait d'un faux mouvement pour passer le doigt dessus. Donc le finger choil va être privilégié pour les tâches très fines. On va voir un petit peu un exemple sur les feather sticks. Voilà pour le feather stick, on va pouvoir prendre le couteau dans cette position, donc en prise classique ici, avec l'index au bord de la garde, le pouce sur le dos de lame. Donc à noter que les cannelures, le grip ici,
est vraiment très fort, mais n'agresse pas le doigt, donc on peut venir dessus sans souci. Ensuite on va venir pousser, et on va retrouver la magie du fil en V pour ce genre de tâche, pour décoller vraiment des copeaux très entortillés. Donc le travail se fait très bien ici, sans avoir à chercher le choil. On est bien placé, on a le manche qui est bien en main. Et si on veut un peu plus de confort et de proximité avec le tranchant, on va pouvoir venir se servir du finger choil. Donc ici on va avoir la même efficacité au niveau du tranchant. La seule différence c'est qu'on aura cette sensation de plus contrôler la lame, puisqu'on sera vraiment très très proche du tranchant comme on l'a vu juste avant. Voilà à quoi ressemblent les hérissons que le S6 est capable de faire. Donc on se retrouve avec quelque chose de très fin, de très entortillé. On peut le faire surtout avec une grande facilité, avec du confort. Et pour ces petites tâches ainsi que les coupes qu'on a vues juste avant, le finger choil n'est pas vraiment absolument nécessaire sur ce couteau, mais va offrir du coup un peu plus de contrôle sur les tâches fines. Voilà ce que donne son étui. Donc on est sur un étui en ABS. Il n'y a pas d'étui en Kydex disponible pour le S6. C'est simplement de l'étui en ABS. Il est disponible en beige, en noir et en vert kaki. Donc pour ma part, je l'ai choisi en beige, en coyote, avec les passants mollis. Tout simplement parce que j'avais déjà le clip ceinture sur le SI5. Donc il est à noter que c'est interchangeable. On va pouvoir passer le passant molly sur le SI5 et vice versa, car les vis tombent exactement au même endroit sur les deux étuis. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi les passants molly, pour pouvoir changer un petit peu. Par contre, je trouve le passant molly un petit peu moins agréable au port que celui du SI4. On va voir ensemble pourquoi un petit peu après. Avant de parler du passant molly, on va voir un petit peu l'étui en lui-même. Donc c'est un étui en ABS thermomoulé. On peut voir que la rétention s'effectue ici. On va avoir ces deux petits ergots, donc juste au bord du doigt ici, qui vont passer au niveau de la garde du couteau. Voilà, ce sont ces deux petits ergots qui viennent maintenir le couteau à l'intérieur. Là, lorsqu'on va le mettre, on va venir écarter l'étui et ça va venir se refermer autour de la garde. Ça ne tient pas comme un étui Kydex autour de la garde en elle-même avec le Kydex, mais juste avec ces petits ergots que l'on peut voir ici. Voilà ce que ça donne lorsqu'on vient placer le couteau. Il va s'insérer facilement à l'intérieur et ensuite la garde ici va pousser le plastique qui va s'ouvrir et se refermer au niveau de la garde. Pour la tenue du couteau, malgré le fait que ce soit tenu uniquement avec ces ergots, on n'a absolument aucun souci de rétention. Pour extraire le couteau de l'étui, ça va être très simple, il va suffire de le tirer en arrière. Pour cela, on va avoir un petit peu de grippe pour le pouce. On va venir pousser, donc ça accroche vraiment bien le pouce. Par contre, c'est un petit peu embêtant, il va falloir descendre assez bas pour le pousser. On va pas être vraiment très puissant. Ce serait mieux d'avoir quelque chose de plus plat ici. On viendrait pousser directement, tout en ayant bien le manche dans la main. Ici, il va falloir descendre assez bas pour pousser. Donc évidemment, ça se fait quand même bien. Et l'extraction est vraiment bonne. Mais lorsqu'on a la ceinture, il faut un petit peu batailler pour venir le sortir. Bien entendu, ça va quand même être bien faisable, mais il va falloir passer quand même en avant du couteau ici pour venir l'ouvrir, tandis que si on avait juste à pousser ici, on serait directement placé. Ici on va falloir passer loin devant, pousser, donc en fait là on se retrouve avec le poignet quand même pas mal tordu. On aurait envie quand même de le placer comme ça, donc ici on aurait quand même de la puissance. On se retrouve avec le poignet un petit peu tordu pour venir extraire le couteau. Du coup il va falloir appuyer assez fortement, ce qui serait beaucoup plus simple avec quelque chose de plus plat et de plus haut. En tout cas le grip est vraiment très puissant au niveau du pouce. On peut voir qu'en appuyant quelques secondes, ça a bien marqué le doigt. L'étui, comme le couteau,
est fabriqué aux États-Unis. Avant de voir ce que donne le couteau à la ceinture, on va s'attarder sur le passant molly, qui dans l'idée est un petit peu similaire à celui du Wound Glass. On va retrouver une petite sangle ici qui se met sur le couteau pour le sécuriser encore plus, mais également qui va avoir une autre fonction qu'on verra après. On va pouvoir régler cette petite sangle grâce à un scratch. On va pouvoir venir allonger ou rétrécir la sangle pour s'adapter bien au couteau. Et sur le dessus, on va également retrouver un scratch. Et cette partie-là, qui va venir abriter le talon du couteau. Ensuite, on va tirer pour venir le serrer. Et ça peut être utile peut-être plus à vocation militaire. Par exemple, si on aurait à sauter d'un avion ou des choses de ce type. Donc là, le couteau est absolument sécurisé. Déjà, on a vu qu'il tenait très bien dans l'étui. Ensuite, il y a ici la petite sangle. Et là, c'est absolument impossible que le couteau s'échappe de l'étui. Au dos de l'étui, on va retrouver une petite partie en plastique ici pour par exemple le placer sur une sangle. On va retrouver le système molly qui est en deux parties. Donc ici ça va être articulé avec le même type de plastique que l'on retrouve en haut. On va retrouver une pression sur cette partie ainsi que sur la partie basse. Avec évidemment toujours cette histoire de passer en molly pour passer dans les sangles. Sur le devant, en haut, on va retrouver la partie qui constitue le passant ceinture. Et sur le bas, on va avoir sur la deuxième partie la possibilité également de venir ouvrir l'étui ici à l'aide d'un scratch pour venir y passer une sangle ou éventuellement pour enlever la partie haute du molly qu'on a ici. Voilà ce que donne le couteau à la ceinture. On va retrouver un gros avantage au passant molly, ce qui m'a fait choisir ce passant, c'est qu'on va avoir le talon qui est en dessous de la ceinture, on va avoir un port un peu plus confortable que les manches qui remontent au-dessus, et on va avoir le couteau bien accessible à portée de main, donc on a quasiment le bras tendu lorsqu'on vient le prendre. Par contre, ça va être un petit inconvénient, comparé à celui du SI4 par exemple, qui est fixe. Ici, comme on l'a vu, on va être en deux parties, donc si on a la petite sangle ici, il n'y aura aucun souci, le couteau vient tenir vraiment très bien. Si on l'enlève, on va finalement libérer le manche et on va avoir l'articulation ici possible du passant molly. Donc pour des petits déplacements etc, c'est pas très grave puisque lorsque l'étui est bien contre la jambe, ça ne vient pas bouger, ça décolle même un petit peu le manche du corps, du coup ça va être un peu plus facile de venir le sortir puisqu'on va pouvoir venir le bouger ici. Mais ça peut être quand même embêtant lorsque par exemple le couteau est un petit peu en arrière, il a tendance à venir balloter comme ça. Ce qui ne serait pas le cas si les passants étaient fixes. Donc au final ça oblige plus ou moins à venir remettre la petite sangle à chaque fois. Chose qui se fait très bien. Mais l'avantage qu'on a avec un étui en Kydex ou en ABS, c'est justement qu'on n'a pas besoin de venir placer quoi que ce soit pour que le couteau tienne dans l'étui. Du coup on se retrouve à avoir un peu cet inconvénient d'étui qui va bouger à cause de la partie double du molly. Mais encore une fois, il est tout à fait possible de placer le clip plate qu'on a vu sur le SI5 sur ce couteau. Ceci mis à part, il n'y a aucune doléance à noter sur l'étui, la qualité est vraiment très bonne, la rétention est très bonne. Et en soi, lorsqu'on a la petite sangle fermée ici, absolument rien ne gêne. Une autre solution, ça serait de passer une petite sangle ou un petit élastique dans les œillets qu'on a ici, d'attacher le couteau autour de la jambe. Et à ce moment-là, comme l'étui serait fixé à la jambe, on n'aurait pas du tout cette histoire de ballottement et d'étui qui penche vers l'avant ici, à cause du manche. Donc en soi, c'est un bon étui, mais moins pratique que je l'aurais pensé, à cause de cette bascule du passant molly. Grâce à son talon dépassant, on va pouvoir venir s'autoriser des frappes pour renfoncer le couteau, comme on vient de le voir sur le bâtonnage, mais également on va pouvoir casser divers objets. Et c'est plus pratique que le SI5 pour ce genre de tâche, tout simplement parce qu'on va avoir un pommeau qui est plat, contrairement au pommeau plus pointu du SI5. On va avoir une plus grande surface de frappe et surtout une surface qui va être alignée aux manches ici. Donc on va pouvoir taper fortement avec cette grande surface de frappe comparé au SI5 où il va falloir être plus précis. Et on abîmera moins la matière en venant taper comme ça qu'avec la pointe du SI5.
ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon ce que l'on veut faire. Après tous les tests effectués, on va voir un petit peu ce que peut donner le tranchant du SI5 sur les poils, sachant qu'en sortie de boîte, il était bien évidemment rasoir. Alors, le bilan est plutôt bon, puisqu'on peut voir qu'après ces diverses tâches, les bâtonnages, les coupes à la volée, on vient encore raser quelques poils. Voilà, au final avec le SI6 on se retrouve avec un couteau qui est bien solide et polyvalent. C'est vraiment une valeur sûre, quelque chose sur lequel on peut compter. Il n'y a eu aucun souci, absolument aucun souci au niveau du fil, au niveau des tests, comme on vient de le voir, il rase encore quelques poils. Aucun souci au niveau du manche, ni du dos de lame. Et on peut voir que le revêtement au final tient vraiment bien sur ce modèle. On va pouvoir en demander un petit peu plus que ce qu'on pense avec ce couteau, qui est assez long mais qui n'est pas phénoménal au niveau de son épaisseur ou de son poids. On va quand même pouvoir faire des coupes à la volée vraiment intéressantes et on n'attend pas à ce qu'il soit autant efficace au niveau du bâtonnage, étant donné encore une fois qu'il fait un tout petit peu plus de 4 mm d'épaisseur. Mais au niveau de sa forme de lame, ça rentre vraiment très bien et ça reste vraiment très efficace. Aucun souci de vibration à noter au niveau du manche, que ce soit sur la volée ou sur le bâtonnage. Un léger inconvénient sur les coupes puissantes, si vraiment on venait à travailler longtemps avec, on a cette zone là qui est un petit peu inconfortable. L'étui est très bien, on va avoir une très bonne rétention. Un petit bémol sur cette histoire de passant molly qui vient basculer. En tout cas l'ensemble est vraiment réussi. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.